avant de vous donner la parole, je voudrais présenter et remercier grandement donc, Denis Salas d'être présent avec nous. Donc, Denis Salas est magistrat, ancien juge des enfants. Ancien juge des enfants, pour enfants, pardon. Et donc maintenant chercheur et enseignant à l'IHOJ, l'Institut des hautes études pour la justice, et auteur notamment de La République pénalisée avec Antoine Garaton, un autre magistrat, et de La volonté de punir, un essai sur le populisme pénal. Voilà, deux ouvrages qui sont tout à fait autour de notre question. Voilà, donc comme en fait le plus dur c'est toujours la première question, c'est là qu'elle est la plus difficile, donc j'espère que parmi vous, donc, il y aura celui qui posera la première question. Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous? C'est fini? Oui, c'est fini. Non, c'est pas fini, c'est comme au foot, on est à la mi-temps. Voilà, donc il y a eu toute la partie théâtrale, maintenant c'est la partie débat. Et donc on est là pour répondre à vos questions. Et donc on attend, enfin, voilà, celui qui va ouvrir le score en posant la première question. Peut-être que c'est toi d'ailleurs qui va la poser. Qu'est-ce que ça t'a évoqué tout ça? Il y a peut-être un adulte alors qui pourra poser cette première question. Est-ce que vous directeur de l'association SFMAP, oui. Par rapport à la scène, est-ce que vous vous axez concernant le conflit entre les adultes et les jeunes, c'est quand même il y a un manque de communication. Peut-être si les personnes se côtoyaient plus aisément, peut-être qu'il y aurait une meilleure communication et moins de conflits. Parce que là, quand dans la scène, il y avait quand même des habitants qui se plaignaient et les jeunes qui squattaient en Guinée-Léon, c'est vrai, le fait de ne pas se connaître, c'est vrai que on a peur tout de suite. Quand on ne connaît pas l'autre, on ne connaît pas les jeunes, voilà, on a peur. Donc ça accentue les problèmes, les problématiques de violence. Alors, est-ce que peut-être un des problèmes, c'est qu'on attend que la violence se déclare pour d'une certaine manière s'alerter sur les choses qui existent déjà. Parce qu'en fait, c'est aussi ce que dit le personnage de Sarah, c'est qu'il y a aussi une violence symbolique. Il n'y a pas que de la violence physique, matérielle, mais il y a aussi toute une violence symbolique. Peut-être qu'effectivement, il y a un problème d'incompréhension, mais il y a aussi peut-être un certain nombre de problèmes qui ne sont pas traités, où il n'y a pas de réponse. Finalement, la situation s'envenime, et puis finalement on aboutit à cette violence qui, telle que la raconte d'ailleurs Sarah, on ne sait pas trop comment elle arrive, cette violence. Donc c'est très difficile d'ailleurs, c'est pour ça qu'on déjà met l'accent sur la symétrie des protagonistes. On ne sait pas trop comment tout ça démarre, et donc on va accuser une partie plutôt que l'autre. Or en fait, elles sont plus ou moins co-responsables. Et souvent, le problème de la pénalisation, c'est qu'on veut absolument désigner un coupable, alors qu'en fait la situation elle est souvent collectivement construite. Et d'une certaine manière, c'est aussi ça, c'est ce point de vue collectif qu'on n'arrive pas à faire émerger. Et je pense que c'est en partie le problème. Et on s'aperçoit bien d'ailleurs qu'il y a une espèce de faux dialogue entre les deux protagonistes. On pourrait se poser la question aussi, pourquoi ces jeunes-là marquent un territoire où ils sont toujours là? Pourquoi ils sont là dans cet espace bien identifié par eux? C'est leur territoire, pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'autres endroits où aller? Est-ce qu'il y a des structures nécessaires? Est-ce que la chance d'aller autre part leur est laissée? Enfin, c'est ce que dit Sarah aussi. Ils sont là parce que, quelque part, ils n'ont rien d'autre à faire, quoi. Qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle dans la société pour qu'ils aient l'impression d'être comme tout le monde, de se sentir chez eux, d'avoir eux aussi des activités à l'extérieur? S'il n'y a absolument rien, effectivement, ils se regroupent. C'est une activité comme une autre, ils se retrouvent ensemble, et là, effectivement, ça commence à faire peur. À cause, c'est ce que vous disiez, d'une non-connaissance les uns des autres. Une des parties qui va dire « Ouh là là, mon Dieu, un groupe de jeunes qui discutent, qu'est-ce qu'ils préparent ?» Et donc les jeunes vont se sentir, eux, de leur côté, complètement stigmatisés.
et enfin, montrer du doigt, mépriser, et c'est un engrenage sans fin, quelque part. Si dès le départ, on a peur d'eux sans raison, donc on les met à l'écart, eux vont trouver une façon bien à eux et de s'intégrer. Voilà. Un cercle vicieux. On les met à l'écart, ils s'y mettent bien tout seuls à l'écart. Comment? Je dis qu'ils s'y mettent à l'écart. On ne les met pas à l'écart, ils commencent par s'y mettre. Est-ce que tout le monde a entendu ce que la dame vient de dire devant? Ils ne se mettent pas à l'écart, ils se mettent à l'écart. Oui, alors d'une certaine manière, moi je pourrais vous répondre qu'on reporte toujours la faute sur l'autre. Et une partie de l'explication de ce faux dialogue, c'est que chacun essaye finalement, on se renvoie la balle et on incrimine l'autre. Donc c'est toujours l'autre qui est d'une certaine manière en position d'accuser. Et donc on n'essaie jamais de se mettre à la place de l'autre. Et se mettre à la place de l'autre, c'est déjà essayer de comprendre et déjà essayer de ne plus être dans une violence, mais dans une compréhension et donc dans une volonté de partage. Se mettre à la place de l'autre, c'est là essayer de... Voilà. Oui, vous voulez réagir? Je dis, il y a un manque d'exemples au départ. D'exemples... De bons exemples. Des parents, vous voulez dire, ou des... Tout, les parents, l'entourage. Du politique, du... Il faudrait essayer de leur faire comprendre qu'on agit, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Monsieur, allez-y. C'est Françoise qui a le Non, dernier c'est moi. Excuse-moi, Françoise. Monsieur s'appelle Françoise. C'est pas grave. Françoise, autant pour moi, excuse-moi, j'ai écrit cette équipe. Moi, je voudrais quand même qu'on se demande quelle justice dans le pays ose se présenter de la façon où elle stigmatise les délits, la violence, les monte en épingle, en oubliant en même temps qu'elle cautionne ou qu'elle accepte de cautionner des situations qui sont elles-mêmes d'une violence extrême, 25% de chômage chez des moins de 25 ans, des situations sociales qui s'installent, sur lesquelles personne n'insiste, et c'est plus facile d'insister sur des halls occupés, des choses comme ça. Moi, je me sens vraiment complètement en porte-à-faux quand on parle de justice, parce que quelque part, c'est un aspect qui est absolument proposé, dans le sens de étaler, mis devant, et on ne s'occupe pas de ce qui est caché derrière, et de toutes ces choses qui sont quand même extrêmement anticonstitutionnelles. Hein. L'égalité pour tous, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc, je trouve qu'on monte beaucoup. Il est impossible de discuter sur des délits de quartier ou des violences. Très vite, on tombe sur des énervements difficiles à maîtriser, mais derrière, les vraies questions sont masquées par la surenchère de la pénalisation et on ne voit pas où on part, où on se dirige. Je vais répondre peut-être. Oui. Moi, vous voulez vous mettre sur scène? Ça permettra à tout le monde de vous voir. Merci. Il y avait trois... Enfin, d'abord la question sur la communication que Madame a posée tout à l'heure. Le problème, et on l'a bien vu tout à l'heure, c'est que le besoin de communication vient se porter devant le policier. Et le policier n'a pas pour fonction, a priori, de rétablir la communication sociale. Il l'a dit tout à l'heure, sa fonction, c'est de déterminer qui a commis l'infraction, le monde de délit que vous avez parlé tout à l'heure, à l'intérieur duquel il s'inscrit, lui. Donc on a un premier malentendu, le besoin de communication qui fait défaut dans la cité, les jeunes d'un côté, les victimes entre guillemets de l'autre, vient se porter devant une instance qui n'a pas du tout pour fonction de rétablir la communication, qui a simplement pour fonction de dire qui a commis la faute, qui est coupable, quelle est la vérité, et comment dois-je sanctionner la faute qui a été commise. Donc il y a là un malentendu que porte le policier, qui est devant une situation pour lui insoluble, parce qu'il n'a pas en lui-même la fonction de rétablir la communication sociale. J'ajoute à cela que
La logique de police judiciaire aujourd'hui n'est pas une logique de police de proximité. On pourrait voir dans le policier qui connaît les protagonistes une forme de connaissance et d'empathie qui lui permettrait de résoudre le problème qui lui est posé par les deux protagonistes, parce qu'il les connaît, parce qu'il partage leurs préoccupations, parce que peut-être qu'il habite pas très loin et qu'il connaît ces préoccupations-là. Or, la logique de police judiciaire n'est pas une logique de proximité, n'est pas une logique de connaissance, c'est une logique d'arrestation, d'élucidation de la vérité et de déferment au tribunal. Donc on a là un premier problème majeur. Ce n'est pas sur la police judiciaire qu'il faut compter pour établir la communication sociale. Sur la question du territoire, je ne sais pas qui est-ce qui a évoqué tout à l'heure cette question, c'est encore vous. À mon avis, elle est fondamentale, parce que ce n'est pas par hasard que la pièce se passe autour d'un hall d'immeuble. Ces jeunes n'ont pas de lieu, vous l'avez dit tout à l'heure, où investir leur occupation, leurs activités. Donc ils vont se saisir des lieux publics, communs, pour y déployer leurs activités. Mais il se produit quelque chose qui est intolérable, qui est l'appropriation d'un lieu public, et donc quelque chose qui n'est pas fait pour les jeunes va devenir leur territoire. Et tout ce qui va être de l'ordre de la loi va être vécu comme une provocation par rapport à un territoire qui est donné. Moi je me souviens par exemple quand j'étais juge des enfants, il y avait des juges des enfants qui allaient juger dans les maisons de justice, donc sur les lieux et sur les quartiers. C'était très 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 compliqué d'être un tiers dans cette position, très compliqué, parce que vous venez juger ces, entre guillemets, délinquants sur leur lieu de résidence, d'où ils pouvaient davantage défier la loi, parce que la loi osait venir les juger sur leur territoire. Donc la question du territoire elle est fondamentale. À mon avis, une grande part de la délinquance aujourd'hui dans ces quartiers a une racine territoriale qui complique les choses. Moi, je préfère qu'on juge dans le lieu qui est là pour ça, c'est un tribunal, une salle d'audience, un avocat, une salle qui permet effectivement là de déterminer un lieu neutre par rapport au lieu du conflit qui est celui du territoire. Enfin, sur la question de justice pénale, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'on donne des réponses pénales à des questions politiques et sociales. Et à partir de là, effectivement, on ne peut pas trouver les bonnes réponses, parce que le lieu, on revient à ma première réponse tout à l'heure, le lieu où l'interlocuteur qui est chargé de répondre n'est pas là pour développer des politiques sociales. L'inspecteur n'est pas là pour ça. L'inspecteur est là pour arrêter. Or, c'est le seul interlocuteur qui est proposé à ces jeunes. Je voudrais juste prolonger aussi le propos de Denis Salas. Je pense aussi qu'il y a une criminalisation qui va aussi dans une espèce d'idéologie de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un discours justement qui évacue le facteur social. Et je pense qu'il y a tout un discours qui consiste à criminaliser parce qu'on se dit de toute façon chacun est responsable de ses actes et je dirais que la société n'est plus responsable de rien. Et donc là, il y a une espèce de déni du facteur social qui est très important dans cette dérive judiciarisation et pénalisation de la société. C'est très facile de dire c'est la faute de celui-là quand il n'y a aucune politique. Vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez évoqué c'était très fort dans le texte. Personne ne tient compte de la vie de Polo, je crois. Celui qui, effectivement, a sa mère chez lui, son père qui est fou, etc., qui vit dans une vie très, très difficile. Mais effectivement, c'est très facile et très commode de désigner le coupable qui va payer pour la faute et de dédouaner l'État qui, par l'absence de politique sociale, autorise ce type de situation et de délabrement dans les quartiers. Vous voyez, une chose qui m'a beaucoup frappé dans la pièce, c'est une des personnes qui, c'est vous je crois, dans votre premier rôle, vous dites à un moment donné, et ça c'est très important, il y a des lois contre les halls d'immeubles qui vont me protéger, donc faites quelque chose. Et là, on est vraiment dans l'utopie politique. C'est-à-dire que, à partir du moment où politiquement, on prend des lois où on pénalise par des peines d'amende, contre le fait que des jeunes soient dans le hall d'immeuble, on va régler le problème. Et vous dites à l'inspecteur, mais il y a des lois, le problème est réglé.
qu'est-ce que vous faites? Et ça, c'est le subterfuge total. On sait très bien qu'aujourd'hui, les poursuites en matière d'occupation de l'immeuble sont peanuts. Il n'y en a pratiquement pas. Parce que c'est très compliqué de déterminer où est la faute. Vous l'avez bien vu dans le débat. Donc, on a un discours politique, attention, qui vous fait croire, on est dans la croyance, que parce qu'il y aura des lois qui pénalisent l'occupation des halls d'immeubles, on va, comme par enchantement, rétablir la sécurité dans les quartiers. Et on va vous faire dire, effectivement, il y a des lois, donc régler le problème. Or, on sait très bien que le problème n'est pas réglé. Au contraire, il est en l'état, il est posé, il n'est absolument pas réglé. Le problème, la réponse, elle est plutôt sociale que pénale. Donc le pénal mobilise de la croyance, de l'utopie, de l'illusion, orchestrée par le discours politique, qui vous dit, ben, effectivement, voilà, j'ai pris une loi, j'ai fait mon boulot, les halls d'immeubles seront pénalisés, dorénavant, le problème est réglé. Et comme il ne sera pas réglé, ce sera la faute des fonctionnaires. Et oui. Exactement, mais c'est ce que vous dites. Pour rebondir sur ce que monsieur vient de dire, on parle d'utopie, j'ai envie de parler aussi de démagogie, parce que je vais le dire en m'appuyant sur cette pièce qui réveille, bien entendu, des préoccupations sociales pour lesquelles nous sommes un peu tous confrontés les uns et les autres. Et je me rends compte d'une chose, c'est qu'effectivement, c'est démagogique au sens où c'est pas appliqué. C'est d'autant plus démagogique qu'on laisse entendre chez le citoyen qu'il y a une alternative, donc une possibilité de résoudre, qu'on met ensuite les élus en porte-à-faux, parce qu'a priori, c'est ce que j'entends très souvent, c'est la faute du maire. Que fait la police? On nie en même temps un travail qui se fait par des travailleurs sociaux, des médiateurs, des gens de l'insertion, des gens des différentes associations ou structures institutionnelles qui tâchent le travail en ce sens. Et je m'aperçois, alors je ne veux pas faire ni d'angélisme ni noircir le tableau, qu'on se retrouve finalement dans une situation où il n'y a pas de fin, sinon et c'est ce qui va d'ailleurs remettre, c'est ce que je veux remettre en cause aussi dans le jugement de Salomon, qui, me semble-t-il, aujourd'hui est pratiquement inapplicable. Parce que j'entends complètement ce que vous dites, c'est-à-dire la compréhension mutuelle de l'autre, peut-être aller dans l'amour que porte la prostituée pour le vrai enfant plutôt que d'être dans la haine. Mais j'aimerais donner la parole aux travailleurs sociaux notamment, aux enseignants, aux habitants qui vivent dans ces immeubles qui sont squattés par les cages d'escalier. Moi je donne l'exemple, nous avions notre bureau, le bureau du studio théâtre de Stein pendant 1 année et demie, le temps de la durée des travaux dans un immeuble qui progressivement été squatté. Et on est effectivement dans la démarche de la rencontre mutuelle, de l'explication auprès de ces jeunes que nous connaissions pour certains, qu'on a vu grandir. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'une majorité des habitants prenait appui sur celui qui prenait la parole auprès de ces jeunes pour essayer de fédérer, non pas un discours collectif, mais plutôt pour le pousser devant en disant « essaye de régler ça ». Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est plus on allait vers eux, et ça va être un petit peu tragique ce que je vais dire, mais plus ça ne marchait pas. Parce que vous apparaissiez, vous, comme l'interlocuteur un peu privilégié, mais s'il n'y avait pas la force collective autour, vous resituez les gens qui n'intervenaient pas dans une situation où ils devenaient, entre guillemets, victimes. C'était très ambivalent. Voilà, je voulais faire cette petite...